Salut, c'est le Doc, le chapitre 792 vient de sortir et je dois dire que j'ai été un peu déçu par rapport à ce chapitre. Ce chapitre est quand même assez bon parce qu'il y a pas mal de choses qui sont amenées, surtout ce qu'a fait Fujitora parce qu'il faut avoir une sacrée paire de bolottes pour faire ça, mais il manquait un petit truc pour en faire vraiment un bon chapitre. Moi j'étais un petit peu déçu. Alors oui, on a eu la fin du combat de Sabo contre Burgess, Doflamingo qui se fait empoisonner par la marine, Fujitora comme j'ai dit qui a fait un truc vraiment impressionnant, le roi Riku qui va peut-être rejoindre le trône et aussi des informations par rapport aux Alpes, ça j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Bref, plein de trucs à dire et c'est tant mieux comme ça on va pouvoir bien parler pendant cette critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 792. On va commencer par parler du combat de Burgess contre Sabo. Quelque chose qui m'a mis un petit peu mal à l'aise et je me suis bien planté la dernière fois dans ma vidéo. C'est-à-dire que je pensais que Burgess allait quand même donner plus de challenge au niveau de Sabo. Là on voit qu'il s'est quand même fait violer sévèrement par Sabo, mais on voit quand même qu'il y a une très grande différence de puissance, mais on voit surtout que Burgess est quand même quelqu'un qui est assez fourbe et surtout qu'il a besoin du Mera Mera no Mi. C'est-à-dire qu'il essaye de faire monter la pression par rapport à Sabo. Il lui envoie des trucs par rapport à Ace pour que Sabo justement perde le contrôle, qu'il se rapproche de lui justement et qu'il le poignarde. D'ailleurs c'est pour ça qu'il lui dit pourquoi tu ne m'achèves pas, parce qu'il veut que Sabo se rapproche de lui pour qu'il puisse le poignarder pour pouvoir lui prendre justement son fruit. Et il y a quelque chose de très important qui a été marqué par rapport qui a été montré par rapport justement à ce combat, c'est-à-dire que pour moi il y a deux personnalités dans Sabo. Il y a Sabo le révolutionnaire tel qu'on connaît, Sabo le frère tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il dit que Ace est mort et il a réussi en un sens à faire le deuil de ça, parce que on voit que Burgess essaie de lui dire qu'est-ce que toi t'as foutu pendant que ton frère se faisait exécuter, tu étais en train de pioncer. L'autre il fait oui, Sabo il dit bien oui je suis au courant de ça et ça je l'ai accepté, ça maintenant c'est fini. Par contre on voit qu'il fait l'attaque au niveau du crâne de Burgess avec sa griffe. Bon, j'arrive jamais à la faire avec mes doigts, mais on voit qu'il fait ça, qu'il est prêt à lui briser le crâne et il lui envoie un coup qui est le Haken, le point ardent, pour envoyer valdinguer Burgess. Burgess qui au passage n'est pas mort par rapport à un coup assez simple, mais on voit que le coup qui a été donné par rapport à Sabo est une attaque de Ace. Et à un moment, il parle en regardant sa main, et sa main est en flamme, et il dit moi j'ai fait en gros c'est moi j'ai fait le deuil, donc je veux pas me venger, mais par contre lui Ace voudra se venger. Et donc je pense qu'au fond de lui, vu qu'il a le Mera Mera no Mi, il a une partie de l'âme de Ace, même si on sait que quand un fruit est détruit, il ne prend pas une partie de l'âme de la personne. Mais je veux dire que en tant que Sabo, en tant que son statut de révolutionnaire, il ne peut pas se permettre de rentrer en guerre par rapport à Barbe Noire, sinon ça peut déclencher quelque chose qui est de vraiment énorme. Mais par contre, si il prend une partie du Mera Mera no Mi et qu'il le transforme en l'âme de Ace, il va pouvoir se venger au nom de Ace par rapport justement à Barbe Noire. Et ça c'est vraiment un très bon parallèle, parce que on le voit qu'il parle à sa main est en flamme, il regarde sa main et il dit Ace lui voudra se venger. Et je pense que dans le futur de One Piece on verra Sabo faire des attaques contre Barbe Noire avec vraiment que des attaques au niveau de feu, pas des attaques au niveau du dragon mais au niveau du feu, et ça va vraiment être bon. Par contre, pour terminer vraiment ce passage par rapport à Burgess et Sabo, ça pose quand même de sérieux problèmes par rapport à la puissance de Barbe Noire. On voit que Burgess est quand même normalement son premier lieutenant, son premier bras droit, et il s'est fait facilement battre, parce qu'on voit que Sabo il est même pas essoufflé, il n'a rien du tout, il a pas de dégâts, rien. Franchement ça je suis déçu, c'est une partie pourquoi j'ai pas aimé aussi ce chapitre. Je suis déçu du traitement de Burgess, parce que je le voyais quand même beaucoup plus balèze et je les voyais au moins les deux avoir bien combattu et avoir été pas mal dépouillés d'eux. Alors là on voit seulement que c'est Burgess qui s'est fait violer, et ça c'est pas un truc que j'ai aimé.
Vu que j'ai parlé de Sabo, j'ai parlé aussi des révolutionnaires. Et la chose est vraiment bonne parce qu'on sait que Sabo était présent justement pour récupérer une liste. C'est ce qu'il demande justement à Koala, si elle a récupéré la liste. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans des chapitres précédents, il y a même très très longtemps, on avait vu Koala faire des recherches par rapport à des bateaux. Et elle avait trouvé justement des caisses avec le logo d'un pays. Désolé par contre, je me rappelle pas du nom du pays. Vous allez sûrement pouvoir me le marquer dans les commentaires. Et justement, je pense que ce pays était le fabricant d'armes et Doflamingo, lui, était le vendeur d'armes. Partout dans Dressrosa, on n'a pas vu de fabrique d'armes, justement. Et ça, c'est important. Je me rappelle même que dans une sorte de mini-aventure qu'on a dans le début des chapitres, on voit justement qu'il y a une fabrique d'armes. Ça y est, maintenant je m'en souviens, je ne me rappelle plus tout où c'est, il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Et ça c'est vraiment très très important parce que moi je pense que les révolutionnaires veulent mettre à jour le pays qui fabrique les armes et à quel pays justement ils les vendent pour essayer de mettre fin aux guerres civiles qu'il y a. Et je pense que ça doit être un but justement des révolutionnaires de pouvoir mettre à jour tout ce qui se passe vraiment en dessous par rapport justement à la PEG, par rapport à Doflamingo. Et justement en ayant cette liste, ça va vraiment donner des preuves et ils vont pouvoir aller dans les différentes îles et foutre un petit peu la merde. Donc c'était pour moi ça le but vraiment des révolutionnaires. Et une dernière chose, je sais pas si vous avez remarqué à un moment, là Koala dit que justement ils veulent partir et que le bateau est prêt, et on voit un mec avec une sorte de chapeau de paille. Il y en a beaucoup qui ont fait un blocage là-dessus. Je voulais seulement dire que Luffy et Chunk n'ont pas le monopole des chapeaux de paille, c'est-à-dire les autres ont le droit aussi d'avoir des chapeaux qui ressemblent à des chapeaux de paille. Faut pas voir spécialement une sorte de lien entre tout ça. Une autre chose qui s'est aussi passée avant qu'on parle bien sûr de la marine, de la fin de Doflamingo et bien sûr de Fujitora, ça a été le speech qu'il y a eu par rapport à Roi Riku. Le Roi Riku, encore une fois par rapport à d'autres arcs qui s'étaient passés, par exemple à Drum Island quand ils avaient demandé au mec quel fruit des monts du bison, décidément j'ai des problèmes avec les noms, qui reviennent justement, qui deviennent le roi justement du pays. Ou alors comme dans Skypiea où ils avaient demandé aux chevaliers de redevenir le dieu justement du pays. Là on voit encore une fois que c'est le peuple qui décide de remettre le roi Riku par rapport à la gouvernance justement de Dressrosa. Et je trouve en un sens que c'est bien parce que ça permet au peuple de décider qui ils veulent comme représentant. Mais moi ça m'embête un petit peu parce que Riku il a quand même montré qu'il était trop gentil pour justement devenir le roi, même si Elisabello II dit que c'est un roi combattant, il n'a pas assez de pouvoir pour, dans le Nouveau Monde, donner une sorte de stabilité par rapport à son pays, par rapport justement à tous les autres et aussi les empereurs. Moi je voyais vraiment Kyros au niveau de roi, parce que comme je l'avais dit, il a de l'empathie pour son peuple, il a vu la souffrance de son peuple et surtout il a les compétences pour pouvoir tenir tête à n'importe quel sbire ou lieutenant de n'importe quel justement empereur. Il a la puissance pour. Donc pour moi Riku va redevenir le roi, mais il va préparer le transfert de pouvoir par rapport à Kyros. Parce que Kyros, même s'il a de l'empathie, même s'il a du pouvoir, je pense pas qu'il a les connaissances pour pouvoir gouverner un pays. Et je pense qu'il aura besoin de Riku pour justement lui apprendre ça. Et après, bien sûr, transférer tout ça par rapport à Rebecca. Donc ça, c'était vraiment la chose que je voulais dire par rapport à Riku. Et maintenant, on va arriver sur le plus important de ce qui s'est passé par rapport à cet arc, c'est-à-dire la défaite de Doflamingo et comment il va être géré après, et surtout ce qu'a fait Fujitora. Ce chapitre m'a vraiment fait mal au cœur par rapport à ce qui est devenu Doflamingo. Doflamingo a eu quand même un putain de charisme, c'était un antagoniste vraiment très très puissant, très machiavélique, qui avait tout un background et tout ça, et le voir réduit à avoir des chaînes, un granit marin autour de lui, ça me fait franchement mal au cœur car il méritait une autre fin. Franchement, il méritait de pouvoir s'enfuir ou même s'il était pris et il était massacré par quelqu'un d'autre. Là, il se retrouve comme un pirate lambda pris par la marine et ça, c'est vraiment bizarre. En plus, on voit vraiment que tous les autres
sont toujours entre guillemets vivants. D'ailleurs, je pensais franchement que Barbe Noire que Burgess avait pris les fruits des mondes des différents justement lieutenants et sbires de Doflamingo, chose qui n'est pas le cas parce qu'on les voit quand même toujours assez intacts. Parce que je pense que s'il avait eu des coups de couteau pour enlever les fruits des mondes, les lieutenants ils auraient eu une autre gueule. Et ce qui fait plaisir par contre, c'est qu'on revoit Treble. Donc Treble n'a pas disparu en fumée quand il a fait une attaque, quand il a fait son attaque kamikaze. Il est toujours entier. Ça c'est toujours bon pour être signalé. Et bah justement on voit qu'ils vont tous être pris et qu'ils vont tous être embarqués par la marine et sûrement être embarqués par rapport à Impel Down. Ce qui pose encore le problème du niveau de sécurité de Impel Down. Est-ce que Impel Down est assez puissant pour pouvoir garder Doflamingo et tout le monde justement dans cette prison? Parce que si on sait que Doflamingo et tout le monde ont été à Impel Down, je pense que Kaido va quand même peut-être débarquer là-bas pour aller choper Doflamingo et se le tuer lui-même. Ça pourrait être un bon truc par contre, parce que Kaido, là on voit qu'il a quand même sérieusement les nerfs par rapport à ce qui s'est passé à Doflamingo. Il va avoir les nerfs aussi par rapport à quelqu'un d'autre, j'y reviendrai justement après. Mais justement, le traitement qu'a eu Doflamingo me fait quand même mal au cœur. Par contre, là on va revenir à ce qu'a fait Fujitora, parce que moi je pense que Fujitora est un mec super intelligent et il a quand même pas mal de choses en tête. Il y a 3 choses de vraiment dingues qui sont faites par Fujitora. Premièrement, il parle sans avoir contacté Akenu et la marine, ça c'est un truc de complètement malade. Deuxièmement, il fait un dojeza, j'espère que je le prononce bien, c'est-à-dire qu'il se met au niveau du sol et il s'excuse devant le roi, et pareil, ça c'est un truc de malade. Et la dernière chose, c'est qu'il annonce à tout le monde que la chute de Doflamingo est due à l'alliance des pirates, c'est-à-dire l'alliance de Luffy et de l'eau. Et ces 3 choses ensemble sont super importants et ça mérite vraiment qu'on les détaille. Alors premièrement, le fait de parler sans avoir pris la peine de contacter Akenu ou la marine, c'est un truc où le mec il a des putains de couilles, c'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que là il va parler, il va faire une annonce au nom de la marine parce que lui c'est quand même un amiral, donc c'est quand même quelqu'un de super haut gradé au niveau de la marine. En gros, on va reprendre par rapport à la politique, c'est comme si c'était un ministre qui allait faire une annonce sans avoir concerté, c'est comme si que le Premier ministre, on va dire ça, fait une annonce au niveau d'un truc super important sans au préalable en avoir parlé au président de la République. Ça c'est un truc de complètement dingue. C'est-à-dire que là, il va mettre Akenu, le gouvernement, devant le fait accompli. C'est un truc de dingue. Quand il va rentrer au QG de la marine, il va se faire démonter la boîte par Akenu. Akenu tel qu'on le connaît, il va le trucider. Je vois pas d'autre choix. Il peut même pas expliquer que ce qu'il a fait, il peut pas l'expliquer. C'est un truc de complètement dingue. Et là, c'est vraiment excellent parce qu'il rejoint parfaitement la mentalité de Sengoku ou encore la mentalité de Aokiji. Et pour le futur, si jamais il y a un clash au niveau de la marine et qu'il y a certains amiraux ou vice-amiraux qui vont vouloir partir, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle entité, une nouvelle entité qui va se constituer justement par rapport à ça. Ça peut être vraiment quelque chose d'excellent plus tard. Donc Fujitora prend le droit de parler au nom de la marine sans avoir contacté vraiment les têtes pensantes. Et le fait de se mettre, de faire un dojeza, c'est-à-dire de se mettre au niveau du sol et de s'excuser par rapport au roi de Dressrosa et dire que tout ce qui est arrivé à Dressrosa c'est la faute de la marine, et de dire que c'est nous la marine à cause d'avoir mis en place le clan des Shichibukai et de leur avoir donné totale liberté, c'est-à-dire que toute la détresse de Dressrosa, tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, c'est à nous la marine que vous le devez, parce que nous on n'a pas justement rempli notre rôle. Et donc en disant ça, il met totalement en tort le fait qu'il y ait des Shichibukai qui soient créés. Et ça, c'est complètement dingue parce que c'est quelque chose qu'il ne s'est jamais caché et qu'il a voulu faire. C'est-à-dire que lui, il veut mettre à bas les Shichibukai. Et on voit que ce mec est complètement intelligent parce qu'en faisant ça, il met complètement dans la merde la marine. En plus, il faut savoir que au Japon, faire un dojeza, c'est quelque chose qui ne se fait presque plus. Et c'est
de transmettre ses excuses, mais c'est aussi un geste de soumission. Au niveau symbolique, ce geste est vraiment énorme, c'est dingue. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le titre du chapitre. Et là, c'est vraiment qu'il dit que nous, la marine, on fait mal notre boulot, on sait pas du tout. Notre rôle premier de la marine, c'est d'aider le peuple, et par rapport à ce qu'on fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on joue dans la politique, et ben, on n'a aucun respect pour vous. C'est exactement ça qui est montré par rapport à son geste. Et aussi, le fait, la troisième chose, c'est-à-dire de dire que c'est Law et Luffy par rapport à leur alliance qui ont mis à bas Doflamingo, il explique que la marine n'a absolument rien fait au niveau de Dressrosa. Et ça, c'est complètement dingue. Et encore une fois, ça met vraiment à mal les Shichibukai. C'est-à-dire que là, nous avons deux Shichibukai qui ont complètement disparu. C'est-à-dire Doflamingo perd son statut, parce que là, il montre devant tout le monde que ça a été un tyran et qu'il a complètement mis à mal tout un peuple en jouant avec lui. Et deuxièmement, il empêche Law de revenir au niveau du Shichibukai en disant que maintenant c'est un pirate et qu'il a quand même commis cette chose. Et donc Fujitora, son but, encore une fois je le dis, c'est de détruire le statut des Shichibukai, et là il en a quand même foutu deux en l'air, et ça c'est un truc qui est parfait, qui est très très bien orchestré par rapport à Fujitora. Et en plus de ça, en disant que c'est l'alliance entre Law et justement Luffy qui ont permis de détrôner un Shichibukai qui avait quand même un niveau très très haut, il ouvre la voie à d'autres alliances de pouvoir faire des trucs. Ça c'est dingue. Et en plus, il ne permet pas à la marine d'avoir justement d'étouffer l'affaire. Ça c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que ça aurait pu faire comme Alabasta, c'est-à-dire le fait qu'un tyran soit déchu, il aurait pu mettre la marine devant en disant oui, nous la marine, on a vraiment bien rempli notre rôle, on a pu facilement, enfin facilement peut-être pas, on a pris conscience que Dressrosa était en problème, qu'il y avait une souffrance à l'intérieur au niveau du peuple, et là on est venu, on a déchu Doflamingo, et vous voyez, nous la marine, on a encore rempli notre rôle, donc vous, peuple du Nouveau Monde, ou alors de la Grand Line, du monde carrément de One Piece, ayez confiance en la marine, on est là pour ça. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il est en train de foutre en porte-à-faux la marine, et c'est complètement un truc de malade. Je vais revenir justement sur l'alliance et l'annonce de l'alliance de Luffy et de Law. Pas Akenu, mais Fujitora est en train de mettre une grosse cible justement sur cette alliance. C'est-à-dire que Fujitora a quand même en mentalité que les pirates, c'est quand même le côté néfaste de ce monde. Donc là, il est en train de foutre une grosse cible par rapport à Kaido. C'est-à-dire que Kaido, maintenant, il est au courant que toutes les emmerdes qu'il va avoir maintenant et la baisse de son niveau d'empereur, c'est-à-dire qu'il était puissant au niveau des empereurs par rapport à son statut de lui-même, mais aussi par rapport à tous les smiles qu'il avait. Et vu que maintenant il n'y a plus les smiles, il sait que c'est à cause de Luffy et de Law, et il va y avoir quelque chose d'assez coton par rapport à ça. Le futur par rapport à Kaido et la vengeance que ce mec va avoir, ça va être un truc de malade. Et là en effet il y a une grosse cible sur Luffy et Law, et c'est vraiment assez tripant en un sens. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur justement ce qui s'est passé d'important par rapport à ce chapitre. Et c'est toujours aussi la même chose, c'est-à-dire dans à peu près tous les chapitres de One Piece, il y a toujours des petits trucs qui sont mis à droite et à gauche. Et là ici, c'est par rapport aux îles où justement Fujitora a contacté. C'est des îles normalement qui sont proches pour être justement en liaison par rapport au Denden vidéo, et l'une de ces îles c'est la Apple 9. Et sur cette île, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de la neige, et on voit aussi au niveau des maisons que c'est en forme justement de pomme. Alors d'où vient déjà le nom Apple 9? Le nom Apple 9 vient par rapport au nom anglais qui est donné pour les Alpes. Les Alpes en anglais, alors là, désolé mon anglais est vraiment désastreux, ça se dit Apnine, enfin bref, je vais le marquer justement en haut, et je suis vraiment nul en anglais, il va falloir vraiment que je bosse. Et on voit justement qu'il y a une, au niveau de la phonétique et au niveau de l'écriture, entre Apnine et Apple 9, il y a quand même une sorte de corrélation, et il dit que c'est un royaume voisin. Et en un sens, Dressrosa représentait un peu l'Espagne, et on voit que les Alpes, qui est à la frontière entre la France et justement
l'Italie est quand même assez voisin de l'Espagne. Donc dans le niveau géographique, ça se tient. Et surtout, le fait de mettre le nom Apple, c'est quelque chose qui est par rapport à la nourriture. Et je pense que cette île, qui a justement des maisons avec des toits en forme de pomme, peut être sous le giron, sous la domination justement de Big Mom. Et ça m'a fait penser aussi à une autre chose. Dans les Nova, on avait une Nova qui aimait beaucoup manger, qui avait une relation par rapport à la nourriture. C'était Bonnet la gloutonne. Là je le dis en français parce que je ne me rappelle plus le nom exactement en anglais. Et à un moment, on la voit, je vais mettre l'image juste ici, à un moment, quand elle est dans le Nouveau Monde et qu'il y a justement l'alliance entre Luffy et Law, on la voit lire un journal et aller avec une sorte de manteau d'hiver, elle est en train de bouffer une pizza, puis on voit de la neige qui tombe. Donc peut-être que à ce moment-là, Bonnet, elle était justement sur cette île et peut-être qu'elle travaille justement par rapport à Big Mom, parce qu'elles ont quand même une sorte de relation au niveau de la bouffe qui est pas... Ishiroda ne laisse pas des trucs au hasard, donc par rapport à ça, je pense qu'il y a peut-être un truc pour le futur, peut-être des idées, ça donne place à des théories comme je viens justement de le dire là, et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Alors voilà ce que j'ai pensé de ce chapitre, un chapitre qui est quand même assez bon, mais qui m'a quand même laissé pas mal de regrets par rapport à comment a été utilisée la fin de Doflamingo, le fait qu'on n'ait pas de teaser, qu'on n'ait pas une super grosse annonce, même si Fujitora, le fait qu'il fasse un Dogeja est quand même excellent, mais il n'y a pas eu de truc vraiment important par rapport à l'arrivée d'une nouvelle personne, le CP0, quelqu'un par rapport à Kaido, ou même tout simplement d'avoir Senji ou les autres. Ça c'est quand même un truc qui commence à faire chier, on aimerait bien avoir des infos. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci d'être aussi nombreux à avoir rejoint mon équipage, et comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!